Après avoir refusé de donner mon héritage à ma mère, elle m'a invité à une réunion de famille. Quand je suis arrivé, il avait des avocats prêts à me forcer à tout leur céder. Mais au moment où ils m'ont tendu les papiers, j'ai souri et j'ai dit. C'est drôle, moi aussi, j'ai amené quelqu'un. Je m'appelle Francis Allard et 3 semaines après les funérailles de mon grand-père, ma mère a envoyé un SMS groupé, réunion de famille dimanche 15h. Soit à l'heure. Pas d'explication, pas de préambule, juste un ordre. Et comme une idiote, j'y suis allé. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, arbustes bien taillés, volets bleus, une balançoire sur le porche que personne n'utilisait jamais. Mais quelque chose était différent dès que j'ai franchi la porte. Ce n'était pas la lumière, ce n'était pas le silence, c'était la disposition, ma famille, assise raidement dans le salon, avec 2 inconnus en costume sur mesure qui attendaient déjà. Francis, dit ma mère avec ce sourire figé qu'elle utilisait pour les kermesses de l'église et les collectes de fonds de l'école, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. Voici nos conseillers familiaux. Elle désigna les 2 hommes comme s'ils étaient de vieux amis, comme si ce n'était pas une embuscade avec un code vestimentaire. L'un d'eux se leva pour me serrer la main. Je ne bougeais pas. Je jetai un coup d'œil à ma sœur, Karen, qui fixait ses genoux comme une enfant réprimandée, puis à mon jeune frère, Mason, dont les yeux étaient rouges mais secs. Mon beau-père se tenait près de la cheminée, les bras croisés, comme s'il avait répété cette pose pendant des semaines. « Voudrais-tu un café » demanda ma mère. Je posai mon porte-document en cuir sur mes genoux et croisai les jambes. « Non, j'aimerais savoir pourquoi je suis ici. »« Parce que nous sommes une famille, » dit-elle, sa voix mielleuse et théâtrale. « Et ton grand-père aurait voulu que nous travaillions ensemble. » C'est là que j'ai compris ce que c'était. Pas une réunion, pas une conversation. C'était une présentation, un effort coordonné pour me faire céder la seule chose qu'il n'avait pas pu lui voler de son vivant, son héritage. Et malheureusement pour eux, j'étais venu préparé. Mon grand-père, Harold Vance, n'était pas seulement l'homme qui m'avait élevé. Il était la raison pour laquelle je croyais en la structure, au tableur, au respect des promesses que l'on fait même quand personne ne regarde. Il a fondé Vance Material à 27 ans avec une camionnette rouillée et un prêt conclu d'une poignée de main avec un voisin. Quand je suis né, c'était un fournisseur multi-état de bois de qualité commerciale, d'isolants et de composites de béton. Tous les entrepreneurs dans un rayon de 5 comtés connaissaient son nom. Enfant, pendant que ma sœur réclamait des chaussures à paillettes et que Mason jouait avec des trains électriques, je demandais à visiter l'entrepôt. J'adorais l'odeur vive du pain, le bourdonnement des chariots élévateurs, la façon dont la voix de grand-père résonnait sous les poutres d'acier quand il parcourait les allées. Quand j'ai eu 12 ans, il m'a tendu mon premier grand livre de comptes et a dit « Voyons voir comment ton cerveau se débrouille avec les colonnes plutôt qu'avec les crayons de couleur. » J'ai tout de suite été passionné. Ma mère, Denise, n'a jamais compris. Elle aimait les belles choses, et elle les aimait vite. Elle m'a dit un jour, ton grand-père construit des entrepôts, moi je construis une vie. Cette vie incluait 3 cartes de crédit au maximum, une Mercedes en leasing et un tourbillon incessant d'achats de crise, des séjours au spa étiquetés, rétablissement émotionnel, des sacs à main achetés en solde et des galas de charité pour le réseautage. Le testament a été lu 2 semaines après les funérailles, dans une salle de conférence au mur lambrissé qui sentait le cirage et le cuir ancien. Ma mère portait de la soie noire et des lunettes de soleil surdimensionnées, comme si elle sortait d'un feuilleton à petit budget. Karen reniflait doucement pendant le préambule. Mason avait juste l'air confus. L'exécuteur testamentaire, M. Albrook, garda une voix stable en passant aux formalités. Des legs mineurs, un don pour une bourse à l'ancienne université de grand-père, un petit fonds pour un employé à la retraite. Et puis, à ma petite fille, Francis Claire Allard, je lègue le reste de ma succession, y compris, mais sans illimité, toutes les actions restantes de Vance Material, mes comptes d'investissement personnels, mes biens immobiliers et mes effets personnels. La pièce se figea. Je l'ai senti avant d'entendre la réaction. C'est une blague, cracha ma mère, poussant ses lunettes de soleil sur son front. Il devait être confus. Relisez-le. Je l'ai lu plusieurs fois, Madame Vance, répondit Albrook, imperturbable. Votre père a été explicite. Karen halta comme si c'était une réplique de théâtre. Il nous aimait tous. Il ne ferait pas de favoritisme. Mason ne dit pas un mot. Il se frottait juste les mains comme s'il ne savait pas quoi en faire. Ce n'est pas possible, murmura ma mère.
Mais ça l'était. À cet instant, je n'étais pas seulement sa petite fille. J'étais l'unique héritière de tout ce que Harold Vance avait bâti à partir de rien. Et je n'étais pas prête. Plus tard ce jour-là, sur le parking, ma mère s'est approchée de moi, un poison calme dans la voix. « Cède-nous tout, dit-elle. Je le diviserai équitablement. Je m'assurerai que tout le monde est pris en charge. » Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'étais incertaine, mais parce que je devais choisir mes mots avec soin. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Elle plissa les yeux. Ce n'est pas à toi, Francis. C'est à nous. L'argent de la famille, l'héritage familial. Ce n'est pas ce que grand-père a dit. Son masque est tombé. Il a été manipulé. Tu passais trop de temps avec lui. Il n'allait pas bien. Mais il allait bien. Il avait mis à jour son testament 6 mois avant sa mort, totalement lucide, totalement intentionnel. Je me souvenais bien de ce jour. Il m'avait fait asseoir dans son bureau et m'avait dit, « Ils vont détester ça, mais j'ai construit ça pour quelqu'un qui comprend ce que ça m'a coûté de le créer. Cette personne, ce n'est pas ta mère. » Ce n'était pas un compliment. C'était un fardeau, une responsabilité. Et maintenant, c'était la mienne. Le premier message est arrivé ce soir-là. C'était Karen. « S'il te plaît, ne laisse pas ça tout gâcher. Nous sommes toujours ta famille. » Puis ma mère, tu comprendras quand tu auras tes propres enfants. La famille passe avant tout. Puis ma sonne, un seul mot par SMS à 1h43 du matin, pourquoi? Au matin, ma messagerie vocale était pleine. De vieilles amies de ma mère, des femmes que je n'avais pas vues depuis les ventes de gâteaux du collège. Francis, j'ai le cœur brisé. Ta mère a toujours dit tant de bien de toi. C'est une telle déception. Déception. Ce mot revenait souvent. Ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il n'avait jamais pris la peine de comprendre, c'était ce que grand-père et moi avions réellement construit ensemble. Pas seulement une relation d'affaires, mais un lien forgé dans le respect mutuel. Je n'en ai pas hérité comme à la loterie, je l'ai mérité, tableur après tableur, appel tardif après appel tardif, visite d'entrepôt après visite d'entrepôt. Mais rien de tout cela n'avait d'importance devant le tribunal de l'opinion familiale. 2 jours plus tard, ma sonne s'est présentée devant mon appartement. Pas d'appel, juste sa silhouette voûtée sur la caméra de sécurité du hall, les mains fourrées dans les poches de sa veste, l'air d'un gamin qui a oublié ses devoirs. Quand j'ai ouvert la porte, il n'est pas entré. Je ne suis pas là pour me disputer, dit-il. D'accord. Il leva les yeux, injecté de sang mais concentré. Maman perd la tête. Elle appelle déjà des agents immobiliers, elle dit qu'elle doit refinancer la maison avant que tu ne gèles les avoirs. Je clignais des yeux. Je n'ai rien gelé. Elle ne le croit pas ma sonne. Je voulais juste te prévenir. Elle prépare quelque chose. Puis il est parti. Pas de câlin, pas de poignée de main, il a juste redescendu le couloir comme s'il n'était plus sûr d'avoir sa place nulle part. J'ai fermé la porte et je suis restée là, silencieuse. Ni triste, ni en colère, juste vide. Ça commençait. Ce soir-là, Liam, mon petit ami et la seule personne qui ne m'avait pas traité comme un distributeur de billets avec une âme, a apporté des plats à emporter et m'a tenu la main pendant que je fixais mon riz d'un air absent. « Je veux que tu rencontres quelqu'un, dit-il doucement. Elle s'appelle Angela Dwyer. C'est une avocate spécialisée en succession. Une vieille amie de la fac de droit. Elle n'est pas du genre à chercher la bagarre, sauf si tu en as besoin. Elle est là pour la protection. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai hoché la tête. Le lendemain matin, j'ai appelé Angela. Nous nous sommes rencontrés dans un bureau tranquille au-dessus d'un fleuriste. Pas de bureau en acajou ou de mur en verre intimidant, juste des plantes, de la lumière naturelle et quelqu'un qui écoutait sans interrompre. Après avoir tout entendu, elle s'est penchée en arrière, les doigts joints. « Vous êtes déjà au milieu d'une campagne de pression coordonnée, dit-elle. Des tactiques classiques de culpabilisation familiale. Mais d'après le testament et ce que vous m'avez dit, vous êtes sur un terrain juridique solide. Je ne veux pas me battre contre eux, dis-je. Je veux juste que ça s'arrête. Alors nous nous préparons, dit-elle. Juste au cas où. Documentez chaque message vocal, chaque visite. Et ne signez rien, peu importe comment il l'appelle. J'ai accepté. Cela semblait simple,
jusqu'à ce que le message suivant arrive. C'était une photo. Ma mère, faisant du shopping pour des meubles de terrasse. Thérapie par le shopping pour surmonter le deuil, a-t-elle légendé. #selfcare. Le même jour, elle m'a envoyé un texto prétendant qu'elle ne pouvait pas payer sa facture d'électricité. C'est là que j'ai commencé à tout imprimer. L'invitation formelle est arrivée sous la forme d'un texto de ma mère. Dimanche 15h. Maison. Résolvons ça. Apporte tes papiers. Pas de signature, pas d'émoji. Juste une grenade dégoupillée et horodatée. Angela n'aimait pas ça. Ça sent l'embuscade, m'a-t-elle prévenu. C'en est une, ai-je répondu. Mais je n'y vais pas à l'aveugle. Elle a proposé de venir. J'ai refusé. Je dois les affronter moi-même. Mais je veux que tu attendes à proximité. Un seul texto, dit-elle, et je suis à la porte en 60 secondes. Je suis arrivé à 14h59 précise. Les rideaux étaient tirés. Le porche sentait faiblement son parfum, ce qui me disait qu'elle était sortie plus tôt, probablement pour répéter. Elle a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Francis, rayonna-t-elle, les cheveux fraîchement coiffés, les dents étincelantes comme sur une affiche de campagne. Pile à l'heure. À l'intérieur, le salon était disposé comme pour une déposition. Karen était assise au bord du canapé, le dos raide, les mains nouées sur ses genoux. Mason, à côté d'elle, les yeux baissés. Mon beau-père planait près de la cheminée comme un videur. Et ils étaient là, deux hommes en costume assis dans les fauteuils habituellement réservés à la famille. Bloc-notes, mallette, alliance à la main gauche, sourire trop large. Voici Monsieur Hay et Monsieur Darnel, dit ma mère en faisant un grand geste. Ils ont gentiment proposé de nous aider à démêler ce malheureux malentendu. J'ai hoché la tête mais n'ai pas tendu la main. Je n'étais pas là pour jouer la politesse. Une seule chaise était libre, une chaise en bois à haut dossier, placée juste en face d'eux. Un siège d'interrogatoire. Je me suis assise sans un mot et j'ai posé mon porte-document en cuir sur mes genoux. Voudrais-tu un café, demanda à nouveau ma mère, toujours coincée dans son illusion désespérée de civilité. Je vais bien. Allons-y. Monsieur Hay s'éclaircit la gorge. Nous sommes ici aujourd'hui parce que votre famille est profondément préoccupée par la tension que cela a provoquée. Personne ne veut d'un conflit prolongé, surtout quand l'intention de votre grand-père était clairement que la famille reste unie. J'ai laissé le silence s'étirer. Il a écrit un testament. Ma mère intervint, sa voix mielleuse mais ferme. Et nous ne le contestons pas, ma chérie. Mais tu peux sûrement convenir que tout partagé entre nous serait plus harmonieux. L'harmonie n'était pas non plus dans le testament. Monsieur Darnel ouvrit sa mallette, faisant glisser une pile de documents sur la table. Ceci est un accord de redistribution volontaire. Vous conservez un pourcentage sain, 20%. Le reste revient à la famille, comme il a toujours été entendu. Entendu par qui? Karen prit enfin la parole. Grand-père était malade, Francis. Il n'avait pas toute sa tête. Il pensait que tu saurais quoi faire. Je sais quoi faire, dis-je calmement. C'est pourquoi je ne signerai pas ça. Mason bougea. Maman dit que si on ne règle pas ça maintenant, on pourrait perdre la maison. Et pourquoi ça, demandai-je, toujours calme. Quelqu'un a encore pris une deuxième hypothèque? L'expression de ma mère se fissura une fraction de seconde avant de se refermer. Francis, ne fais pas ça. Monsieur Hay intervint. Il serait regrettable que cela aille au tribunal. Des allégations d'influence indue pourraient ternir la réputation de la succession. Voilà. La menace, habillée de jargon juridique et de cuir poli. Je posai ma main sur mon porte-document. Avant de répondre, j'aimerais clarifier une chose. Je regardais mon beau-père, Craig. Il y a 6 mois, tu as mentionné à l'infirmière de grand-père que tu avais déjà versé un acompte sur une propriété à Naples. Était-ce avec l'argent d'un héritage que tu n'avais pas encore reçu? Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. J'ai un enregistrement, continuai-je. Et une trace écrite. Le sourire de ma mère s'évanouit. J'ouvris mon porte-document et posai une feuille, une impression du grand livre de grand-père. Son écriture. Prêt, Denise, $30 000. Elle a dit que c'était pour les études de Mason.
J'ai appris plus tard que c'était pour une croisière de crise. La dernière fois. Puis la suivante. Une photo Instagram datée d'elle sirotant du champagne à bord d'un navire. Légende, méritée. #blessed. Je levai les yeux vers les deux conseillers. Vous avez toujours envie de rédiger des papiers aujourd'hui? Ils ne répondirent pas. Personne d'autre non plus. Ma mère se leva si brusquement que sa chaise racla le parquet. Espèce de petite ingrate. Je n'ai pas bronché. J'ai juste fait glisser un autre papier sur la table. 8 mai. Tu as dit à grand-père que sa nièce Rachel avait besoin d'une chirurgie dentaire d'urgence. Il t'a donné $20 000. Je jetai un coup d'œil à Karen. Tu étais à Scottsdale ce week-end-là. Forfait spa, n'est-ce pas? Je me souviens du peignoir brodé. Karen devint livide. Craig jura à voix basse. Francis, c'est bas. Fouillait dans les notes d'un mort pour retourner sa mémoire contre sa propre famille. Il n'était pas confus, dis-je. Il était épuisé. Et il tenait des registres parce qu'il savait que cela arriverait. Je saisis le dernier article de mon dossier. Une enveloppe scellée, légèrement usée, adressée de l'écriture en boucle de mon grand-père. Pour Francis, s'ils viennent le chercher. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'en avais pas besoin. Mais les deux hommes en costume bougeaient déjà sur leur chaise, la confiance s'échappant de leur posture. Monsieur Hay ajusta sa cravate. Mademoiselle Allard, on nous avait dit que ce serait une conversation coopérative. Ça n'allait jamais l'être. Et vous n'êtes pas des conseillers juridiques, n'est-ce pas? Juste des intermédiaires de pression. Je me tournai vers ma mère. Tu ne leur as pas dit que j'avais déjà engagé une vraie avocate, n'est-ce pas? Elle est dans une voiture dehors. Un mot de ma part et elle est à la porte. Les deux conseillers se levèrent presque à l'unisson. Nous allons nous excuser, marmonna l'un d'eux en fermant sa mallette. Madame Vance, nous n'étions pas au courant de la représentation d'un conseil en attente. L'expression de ma mère se pétrifia. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle. En fait, si, dis-je en me levant. Ça l'est. Je rassemblai mes documents, lentement et délibérément. Je ne signerai rien. Je ne financerai pas vos dépenses. Et je ne vous laisserai pas réécrire le passé juste parce que le présent ne vous convient plus. Tu nous dois bien ça. Je dois tout à grand-père. C'est lui que j'honore. Puis Mason se leva. Tout le monde se figea, même Craig. Je ne savais pas, dit doucement Mason. Pour la croisière, ou le spa, ou que tu as utilisé mon nom pour lui prendre de l'argent. Il regarda sa mère. Tu as dit que Francis était égoïste, mais tu as menti sur tout. Mason, assieds-toi, aboya-t-elle. Non. Le mot résonna comme une cloche. Il se tourna vers moi. Je peux venir avec toi. J'ai hoché la tête. Allons-y. Craig s'avança, le torse bombé. Espèce de petit. Je levai mon téléphone. Cette conversation a été enregistrée. Il se figea net. Nous sommes partis en silence, passant devant les visages stupéfaits d'une famille qui avait toujours supposé que je plierais. Pas cette fois. Angela était déjà sortie de sa voiture lorsque nous sommes arrivés dans l'allée. « Ça va ?» demanda-t-elle en regardant Mason. « Il est avec moi » dis-je. Et nous avons terminé ici. Derrière nous, la porte claqua si fort que la lumière du porche vacilla. Mais pour une fois, je n'ai pas regardé en arrière. Mason n'a pas beaucoup parlé pendant le trajet du retour. Il était assis sur le siège passager, regardant droit devant lui, ses doigts se resserrant parfois sur la ceinture de sécurité. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, il m'a suivi à l'intérieur sans demander s'il pouvait rester. Il savait déjà. « Tu es sur le canapé » dis-je. Il se déplie. Les draps sont propres. Il a hoché la tête. Merci. Nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé. Pas ce soir-là. Nous sommes juste restés assis dans le silence. J'ai fait du thé, il l'a bu. J'ai parcouru mes emails, il a fixé le plafond. Le silence n'était pas lourd, il était réparateur. Le lendemain matin, j'avais un plan. Je suis retourné à la maison de grand-père, celle que je possédais maintenant légalement mais que je n'avais pas touchée depuis les funérailles. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. L'air était vicié,
chargé de souvenirs et de poussière. Je suis allé directement à son bureau. L'odeur de vieux papier, de cèdre et de marque de café flottait encore. Son bureau était exactement comme il l'avait laissé. J'ai ouvert le tiroir central et j'ai trouvé le journal. En feuilletant les pages, j'ai tout vu, date, chiffres, nom, annotation de son écriture nette et sans fioriture. Et une nouvelle note que j'avais manquée la première fois, griffonnée dans la marge vers la fin. Francis possède ce que Denise n'a jamais appris, la retenue, la clarté. Si elle choisit de diriger cette entreprise, elle pourrait me survivre. Si elle choisit de l'aimer, elle pourrait nous survivre à tous les deux. Je suis resté assise là un long moment, juste à respirer. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé Angela pour le déjeuner et je lui ai montré le journal. Elle m'a aidé à le déposer comme preuve supplémentaire auprès du tribunal des successions, scellant toute faille qui pourrait être exploitée plus tard. Nous avons également rédigé les documents pour un petit fonds fiduciaire pour l'éducation au nom de Mason, juste assez pour soutenir ses études sans l'attacher à la laisse de qui que ce soit. Angela a hoché la tête alors que je signais. C'est propre, juste, généreux. Quand je suis rentré ce soir-là, Mason lisait un des vieux magazines professionnels de grand-père sur le canapé. Tu sais, dis-je en m'appuyant sur le cadre de la porte, il a toujours voulu étendre l'entreprise aux matériaux écologiques. Bois écologique, béton thermique. Mais le conseil d'administration ne voulait pas bouger assez vite. Mason leva les yeux. Je me souviens. Il pestait à ce sujet pendant le dîner. J'ai souri. Que dirais-tu d'un stage? Du vrai travail, pas de raccourci. Il cligna des yeux. Tu es sérieuse? Complètement. Un lent sourire se répandit sur son visage. Le soulagement, l'espoir, peut-être une trace de fierté. Puis, ouais, dit-il. Ça me plairait. Nous avons trinqué avec nos tasses de thé froid dans un accord silencieux. Ce n'était pas le genre d'héritage que ma mère voulait. C'était mieux. Un an plus tard, j'ai rouvert les portes de Vance Material. Non pas en tant que petite fille discrète, mais en tant que son prochain chapitre. Mason dirige maintenant notre division écologique tout en terminant ses études. Il devient le genre d'homme que grand-père espérait qu'il soit, discrètement compétent, stable, concentré. Karen me contacte parfois, par petites touches prudentes. Je n'ouvre pas la porte en grand, mais je ne la ferme pas non plus. Ma mère a disparu dans un autre état, pour l'instant. Et c'est très bien comme ça. Certains héritages se mesurent en argent. D'autres se mesurent en cicatrices, en choix, en silence. Grand-père ne m'a pas laissé son empire par favoritisme. Il me l'a laissé parce que j'étais la seule qui ne le réduirait pas en cendres. Dans son journal, il a écrit un jour, « Francis ne sera pas toujours aimé pour avoir fait ce qui est juste, mais elle dormira la nuit. » Il avait raison. Je dors bien. La richesse qu'il m'a donnée n'était pas en actions ou en biens immobiliers. Elle résidait dans la clarté, les limites, la force. Et à la fin, je n'ai pas seulement porté son héritage. J'ai construit le mien.